want Philly Philly? Yeah, let's do it. Over the middle and into the end zone. Zach Ertz for the touchdown. The Philadelphia Eagles are Super Bowl champions. Eagles fans everywhere, this is for you. Et bonjour à tous. Avant de plonger dans la preview des Lions, on va pas vous mentir, on a enregistré la preview un peu en avance pour pouvoir être tous les trois. Et on s'est fait piéger par Owi, qui ne nous a pas appelés pour nous dire qu'il y allait avoir des mouvements. Donc, on se permet une petite introduction. Ensuite, vous retrouverez la preview, mais on se permet une petite introduction de 10 minutes avec Loïc. Bonjour Loïc. Salut Victor. Et on va revenir, Loïc, très rapidement sur deux mouvements qui ont eu lieu, qui sont loin d'être anodins. Le premier, c'est quelque chose, j'ai envie de dire, de presque inespéré. C'est qu'on a réussi à transférer notre cher Jalen Reagor à Minnesota contre un 7e tour de 2023 et un 4e tour de 2024 qui peut devenir un 5e si des thresholds, des statistiques ne sont pas atteintes. Bon, même en étant prudent, au pire, on reçoit un 7e et un 5e tour. C'est un peu inespéré pour un receveur qui ne rentrait plus dans les plans de l'équipe. C'était au mieux le receveur numéro 5. Et c'est surtout qu'en fait, ça permet d'économiser quelques millions sur son contrat qui était garanti. Donc, c'est pas négligeable. Tu n'as pas envie de payer ton receveur 5 3, 4, 5 millions. Ou même si tu voulais le couper, c'était 7 millions. Donc, c'est sûr. Et en plus de ça, tu obtiens quand même quelque chose. On en reviendra après avec le deuxième trade, mais qui a servi au final avoir tradé Arcega-Whiteside et Reagor. C'est ouf. Mais surtout quand ça permet d'avoir le joueur dont on va parler après. Exactement. Parce que les 4e et les 5e tours, c'est vrai que ça peut paraître anodin parce que finalement, en pourcentage, il n'y en a pas tellement qui réussissent en NFL. Mais on l'a vu avec le trade de Jordan Davis, on l'a vu avec le trade dont on va parler juste après. C'est des monnaies d'échange qui sont importantes. C'est des monnaies d'échange qui permettent des jolies choses. Donc, Arcega-Whiteside, de toute façon, on allait le couper. Ouais. Reagor, c'était notre receveur numéro 5. C'est presque miraculeux. On peut dire, alors après, je sais ta théorie où tu dis on ne va pas féliciter Howie Roseman de rattraper ses conneries. Mais en attendant… on peut le féliciter d'arranger les choses, mais il ne faut pas oublier qu'il a merdé au début. C'est tout. Je suis d'accord. Mais quand on voit ce qu'on a réussi à faire du contrat de Carson Wentz, de Arcega-Whiteside et de Reagor, il y a quand même beaucoup de GM qui seraient restés bloqués avec ça pendant 3 ans et il ne se serait rien passé. Oui, non, mais ça, bravo à lui. Faut savoir bouger. De toute façon, comme le dit Greg, de toute façon, tous les GM se trompent. Par contre, si tu veux être un bon GM, il faut savoir admettre que tu t'es trompé et tourner la page le plus vite possible. Je suis assez d'accord avec ça. Mais par contre, on en parle de Howie Roseman, c'est un sociopathe. Il envoie Arcega-Whiteside avec DK Metcalf et Reagor avec Jefferson. Oui, c'est ça. Il a envie de les faire souffrir en leur disant « Regarde, t'aurais pu être lui. » Et en fait, non. Surtout, je trouve que c'est encore plus vrai avec Reagor et Jefferson parce que Arcega-Whiteside, sur cette draft-là, qui comprend A.J. Brown d'ailleurs, il y a 4 ou 5 équipes qui passent sur DK Metcalf. Je veux dire, les Patriots, les Hillary, etc. Enfin, je veux dire, on avait tous des doutes sur sa capacité de tracer, etc. Non, Jefferson, ça fait plus mal. Surtout DK Metcalf, il y avait, je crois, un red flag sur sa nuque ou un autre élément physique, je me souviens plus. Oui, mais c'est ça. Après, Jefferson, on pouvait ne pas être fan, mais je pense que personne quasiment mettait Reagor au-dessus. Et du coup, ça fait un peu plus mal. Oui. Bon, on a parlé de ça, et tant mieux. La vraie info, c'est que avec le 5e tour 2023 et
le plus mauvais de nos deux sixième tours 2024, on reçoit Chauncey Gardner-Johnson des Saints et un septième tour 2025. Alors moi, je vais te dire tout de suite, j'ai un peu de mal avec ce trade parce qu'on a récupéré un débile. Et je trouve qu'on avait déjà notre quota, mais bon. Et c'est un karma pour moi, parce que j'avais un peu trollé les Saints en disant qu'avec Penning et compagnie, ils avaient un roster de débile. Ben, finalement, ils envoient la plus grosse gueule chez nous. Mais le fait est qu'on a récupéré un joueur polyvalent qui, pour l'instant, jouait quasi exclusivement en nickel cornerback, mais clairement, chez nous, il est là pour jouer safety. Moi, je vais te poser une première question. Après, je vais venir dans une petite polémique qui me dérange derrière sur le poste de safety plus globalement. Mais au niveau de C.J. Gardner-Johnson, on voulait une star à la position. Bah, globalement, on l'a. Après, moi, j'aurais pas tendance à dire qu'il est débile. Il est casse-couille. Il est trash talker. Faut quand même rappeler que C.J. Gardner-Johnson, il a fait péter les plombs à l'entraînement à son coéquipier Michael Thomas, qui s'est cassé la main avant un match. Le mec a aussi fait péter les plombs à un receveur des Bears. La vidéo, vous pouvez la trouver très facilement, où il arrive de dos, le receveur des Bears, et il craque, il lui met des patates dans le casque, lui regarde, il le regarde en mode gros débile, bah, vas-y, continue de taper. Il le fait, il a même pris un match de suspension, je crois, le receveur des Bears. Non, mais a priori, c'est un énorme trash talker comme Brandon Graham, mais j'ai l'impression que c'est encore pire en fait. Le mec, il fait des goupilles. Il peut faire. Ce que j'aime bien, c'est qu'il peut faire dégoupiller en fait un receveur pendant un match. Ouais, non, ça c'est sûr. Mais après, je n'ai pas vu assez de matchs des Saints et tout, mais j'ai pas l'impression que ça soit le genre à se prendre des pénalités débiles quoi. Bien sûr, il va en prendre une de temps en temps pour conduite anti-sportive. Ouais, voilà, conduite anti-sportive, parce qu'à force de trash talker, il faut bien qu'il en prenne une. Mais si d'un autre côté, il arrive à faire péter les plombs ou juste aller faire sortir de leur match, en fait, bah c'est déjà gagné pour lui. Ça vaut le coup de prendre une pénalité par-ci par-là. C'est un playmaker, il sait faire des interceptions, où il a beaucoup de passes défendues. Je crois qu'il était à Florida à la fac. Moi, je me souviens avant qu'il soit drafté, beaucoup en parlaient comme une possible cible pour les Eagles pour remplacer Malcolm Jenkins, parce que c'est ce qu'il avait fait un peu à la fac, où il était un peu partout sur le terrain, un peu dans tous les rôles. Donc, je pense que c'est ce que Gannon il veut faire en défense. Il va avoir des joueurs qui peuvent interchanger sans devoir faire une substitution, garder les mêmes joueurs sur le terrain, mais sans avoir de mismatch au niveau des match-ups. Donc, on sait que Maddox est capable de jouer safety sur certains snaps. Donc, ça peut interchanger à tout va. Ça peut être très intéressant. À voir comment ça va. Et puis, non, bah, franchement, autant quand il est dans une équipe adverse, c'est le genre de joueur que moi je déteste. Mais dans son équipe, ça peut, surtout à Philadelphie, ça peut très vite devenir un chouchou. Je suis pas sûr qu'il soit dans le même registre de débile que Derek Barnett. Bah, écoute, on le souhaite. En tout cas, c'est pas le même niveau sur le terrain déjà. Faut bien distinguer ça. C'est pas un mauvais joueur. Ouais, non, clairement. Mais c'est vrai que, comme tu dis, c'est ces types de joueurs, surtout à Philadelphie, où ils aiment les grandes gueules, qui vont aimer Brandon Graham, qui s'est distingué en marquant sur un casque Tom Brady is my beach, qu'on traduit évidemment par Tom Brady est ma plage. Bah oui, bien sûr. Des gens tout à fait corrects. Moi, j'avais une dernière question avant qu'on se pose. Je ne vais pas répéter parce que je suis d'accord avec toi. Je dirais juste que Gannon confirme qu'il veut des joueurs polyvalents et imprévisibles. On l'avait vu sur le front seven avec, par exemple, Reddick, qui est un joueur un peu hybride, etc. Apparemment, il veut faire pareil derrière. Il veut vraiment des joueurs polyvalents, interchangeables. Et même Reed Blankenship, qui a été conservé, le rookie, qui est un rookie, mais très expérimenté. Pareil, c'est un joueur qui peut jouer deux postes de safety. Ça aide. Et puis, on sait que sur la ligne, on ne sait pas trop s'il va y en avoir 3, 4, 5. Il va être moins prévisible. Parce que justement, une des critiques l'année dernière, c'est que c'était trop prévisible. C'est tout de suite plus facile pour les attaques adverses. Je suis d'accord avec toi.
Moi, ma question, ce qui me dérange un peu, c'est qu'en safety, bon, on a CJ Garner-Johnson, ok, on a Marcus Epps, qu'ils ont l'air de beaucoup croire, très bien. On a Blankenship en remplaçant de luxe. Mais plutôt que de garder un Anthony Harris, qui a ses limites, mais qui est un joueur solide de NFL, toi qui disais, Howie Roseman, quand il fait une erreur, il sait la reconnaître et il passe à autre chose. On a finalement libéré Anthony Harris et notre quatrième safety, c'est Kavon Wallace, quoi. Donc, j'ai un peu l'impression qu'on se met la pression tout seul en gardant des joueurs moyens en remplaçant au lieu de garder des joueurs solides. Moi, je pense que déjà, ce qu'il faut savoir avec Wallace, c'est qu'il joue en special team. Quand tu es remplaçant safety, tu es obligé de jouer en special team. Est-ce qu'Anthony Harris aurait fait l'affaire? Je ne sais pas. Moi, Anthony Harris, j'ai jamais été vraiment très fan l'an dernier. Je peux trouver que c'était moyennasse. Après, est-ce qu'il n'a pas aussi été coupé parce que justement, comme je l'évoquais avant, il n'est pas assez versatile et qu'il peut faire polyvalent, pardon. À chaque fois, je cherche le mot en français. Mais versatile en anglais et versatile. Versatile en anglais veut dire polyvalent en français. Désolé, mais en fait, comme la plupart des articles ou des tweets qu'on lit c'est en anglais, au bout d'un moment, tu oublies le mot français polyvalent. Donc, merci. Est-ce qu'il n'a pas payé ça du coup? Moi, honnêtement, ça me choque pas plus que ça. De toute façon, safety, même s'ils avaient gardé Harris avec le trade, pour moi, ça reste toujours un gros point d'interrogation parce que tu sais pas ce que Marcus Epps va donner. Même si moi, j'aime bien lier sur le papier Garner-Johnson, tu sais pas à quel point il va apprendre le playbook rapidement ou pas, comment il va s'adapter. Et la défense en gros, hein, puisque si Gannon il veut faire une défense un peu différente de l'année dernière, forcément, il va falloir du temps pour que les automatismes se mettent en place. Hein. Il y a quand même beaucoup de nouveaux joueurs. Moi, ça ne me choque pas plus que ça. Ça sera de toute façon un gros point d'interrogation. Après, c'est vrai qu'au début, c'était un peu mitigé par le fait qu'Anthony Harris avait accepté de revenir dans le practice squad. Et que finalement, hier, il a demandé à être relâché pour chercher d'autres opportunités. Donc, bon. Peut-être qu'il reviendra, hein, on ne sait jamais. Hein. Tout est possible. Hein. Mais bon. Je n'ai pas regardé notre practice squad. Je ne sais pas qui on a en safety. En safety, mais. Je crois qu'on en a. Ah, si, il y a Chachéré. Chachéré. Ouais, bon. Okay. Ouais, non, mais il n'y a que lui, je crois. Hein. D'accord. Qui a montré, on va dire. Il a montré un certain potentiel, mais bon, ça reste. Après, il ne faut pas oublier que dans le roster, il y a Scott, le cornerback, qui a été entraîné comme safety au camp d'entraînement aussi. Donc, c'est vrai. Donc, Scott, Maddox, Sidney Gardner-Johnson, c'est un peu des profils un peu pour pouvoir jouer un peu partout sur le terrain si besoin. Donc, à voir comment la sauce prend. Mais moi, ce que je dis, c'est que de toute façon, ça ne coûte rien d'avoir tradé pour ce gars-là, même si c'est sa dernière année. Ça t'a coûté au final J.J. Arcega-Whiteside et Jalen Rigor, que tout le monde voulait couper. Je suis d'accord. Donc, on va conclure là-dessus en disant que c'était un très bon trade. Et on va vous laisser. Quoi ? 3 bons trades, du coup. Oui, 3 bons trades. Et on va vous laisser avec la preview. Et on vous retrouve évidemment pour débriefer ce match la semaine prochaine. Salut à tous. Ciao. Et bonjour à tous et bienvenue pour cet épisode 67 du Fly Podcast Fly. La saison 2022 est à portée de doigt. Le 11 septembre se rapproche, date qui malheureusement reste dans les mémoires pour d'autres événements, mais cette année particulièrement, ça sera surtout le début de la NFL pour nos Eagles et un premier match contre les Lions de Détroit. On ne va pas revenir sur l'effectif des Eagles en profondeur. On a déjà fait un podcast il y a quelques jours. Allez voir l'épisode 66. On a fait vraiment toutes les positions une à une. On va prendre une quinzaine de minutes pour parler de notre adversaire, pour parler des Lions. Équipe maudite, hein, puisque depuis l'ère Super Bowl, c'est une seule victoire en play-off. Hein, depuis 1967, c'est absolument hallucinant.
de penser ça. Loïc, j'ai d'ailleurs oublié de vous présenter, messieurs. Bonjour Loïc, bonjour Greg. Bonjour Victor, bonjour Greg. Bonjour Victor, bonjour Loïc, bonjour à tous. Messieurs, les Lions, je regardais un peu l'effectif. Et globalement, il y a une ligne offensive qui est XXL. Donc ça va être un défi pour notre ligne défensive, plus des cibles qui sont correctes. Voilà. Mais moi, je vois surtout deux gros points faibles. C'est que la défense est catastrophique à tous les postes et qu'en attaque, le quarterback s'appelle Jared Goff. Donc, Greg, lequel des deux points, ou peut-être un autre, tu veux prendre parmi, on va dire, les faiblesses structurelles des Lions qui pourraient nous permettre de les battre, comme d'ailleurs on doit le faire puisqu'on est favori? Je me méfie parce que c'était quand il y a 2 ans, on devait les battre, on avait perdu. Oui, le fameux drop de Didier Arcega-Whiteside. Ouais. Donc, du coup, je vais y aller tranquillou, hein, même si je suis souvent traité d'optimiste de l'avant. Je pense que c'est déjà un match qui va donner le ton de la saison. Vous allez me dire, c'est facile, c'est le match d'ouverture. Oui, sauf qu'en NFL, je me suis amusé à regarder les historiques des Eagles. Et souvent, alors bien sûr, il y a des équipes qui démarrent fort et puis qui flanchent. On a vu les Cards l'an dernier, par exemple. Mais nous, la saison du Super Bowl, c'est le coup de pied de Jack Elliott contre les Giants. Et je reste persuadé que ce coup de pied change tout dans la saison et dans la victoire finale. Là, ça, rien ne peut le prouver. Moi, je pense qu'en tout cas, ça donne le tempo. Et je pense qu'une belle prestation contre les Lions, une victoire solide pour lancer la saison est importante. Parce que toute la semaine dernière, on parlait d'une saison à 10, 11 ou 12 victoires. On s'est arrangé à 11. Les Lions, inévitablement, c'est une victoire. C'est tous les jours une victoire. Tu es plus fort partout. Comme tu l'as dit, ils ont une très belle ligne. Mais Jared Goff, quoi. Pour moi, c'est Jared Goff, pour répondre à ta question. Dire que c'est terrible. Vous imaginez le destin de ce garçon. Il est aux Rams. En même temps que Carson Wentz, c'est presque la chute aux enfers pour les deux au même temps, au même moment. Numéro 1, numéro 2 de la draft. Goff à Los Angeles. Il les emmène au Super Bowl, un peu beau gosse surfeur blond. Et puis finalement, on dit « Ah non, t'as pas compris, on va t'envoyer aux Lions. Tu vas prendre leur QB. » Et puis le gars gagne le Super Bowl. Et puis le gars devient MVP du Super Bowl. Enfin, je veux dire, c'est en termes de « prends ça dans la gueule », on ne peut pas faire pire. En storytelling de sport américain, et même de sport en général, on ne peut pas faire pire. Donc, je réponds à ta question. C'est la faiblesse structurelle et historique des Lions avec un QB qui ne se relèvera pas, voilà, tout simplement. Oui, en plus, on oblige à vivre à Détroit. Hein. C'est double peine, hein, en plus. Hein. Ça, c'est vraiment pas sympa. Tu es en mute, Greg. Tu parles très bien, mais tu es en mute. Je disais, s'il veut s'acheter des voitures, c'est le bon endroit. C'est vrai. Loïc, au niveau de la défense des Lions, sauf si tu veux rajouter quelque chose sur Jared Goff, hein, tu nous le diras, mais… Oh, il n'a jamais eu le niveau de Carson Wentz, par contre. Hein. Ouais, mais on a des Tracy Walker. Attendez, pardon, il a été Rookie of the Year, non? Ou il a été élu meilleur QB rookie devant Wentz? Non, il n'est pas Rookie of the Year, mais… Non, il joue quasiment pas sa première saison. Non, c'était la deuxième et la troisième où il est bon. C'est il est Pro Bowler 2 fois, d'ailleurs. Il est Pro Bowler 2 fois. Il est 2 fois Pro Bowler, pardon. Hein. Non, mais je suis d'accord. Trubisky aussi a été Pro Bowler, non? Oui, Pro Bowler remplaçant, tandis que Goff, il avait été voté. Du coup, on a du Deshaun Elliott, du Tracy Walker, du Charles Harris. Enfin, j'essaye vraiment de tirer les ficelles. Mais Loïc, on affronte peut-être la défense la plus faible de NFL aujourd'hui. Bah, sur le papier, ça semble être un bon premier match pour Hurts et ses receveurs. Donc, tout le monde va attendre une victoire et un carton dans les airs aussi. Hein. On est d'accord qu'en dessous de 30 points, là, on négocie pas. Hein. Non. On négocie. Non, et puis, 30 points, c'est le minimum. Hein. Interdit de perdre contre Jared Goff. Hein. Sinon, Benjamin Bernard, il va nous le rappeler pendant 10 ans. Ah oui, tiens, c'est vrai que je n'avais pas pensé à ça. J'aurais trop la flemme de ça. C'est vrai qu'on va se faire trash-talker pendant une semaine par Benjamin Bernard. Ça. Après, les 30 points, on les a mis l'an dernier. Hein, donc, je pense c'est plus le traumatisme d'il y a 2 ans. Donc, ils vont le faire.
Oui, après, tu sais pas, ça reste un premier match, les automatismes, en défense, peut-être des nouveaux schémas de jeu qu'il n'y avait pas l'année dernière. Tu sais pas comment ça peut mal commencer, ça peut arriver, hein. Parce Non, qu'au mais On c'est leur final, pour met ça que je disais que 44 c'était- à 6 quand même l'année dernière. On l'année les a quand dernière, même sacrément humiliés. non, ils ont pris une rouste. C'est peut-être quasiment la seule rouste qu'ils ont pris de l'année malgré leur bilan. Puisqu'ils étaient quasiment dans tous les matchs. À chaque fois, ils perdaient de façon incroyable à la dernière Ouais, c'est vrai. seconde. C'est vrai. Et ce Donc, qui est marrant, c'est qu'on marque 44 points et les stats de Jalen Hurts, c'est 9 sur 14, 103 yards. Mais par contre, au niveau des. Oh, même au niveau du rushing, 60, 57, 71, ouais, on fait quand même 200 petits yards. t'as un Mais bon, fumble retourné pour touchdown de pour Darius Slay, touchdown, je crois, de ouais. mémoire. C'est ça. Non, mais Non, Non, après, mais attends. C'est un premier match de saison, comme je l'ai dit, mais pour moi, c'est un déclencheur. C'est un déclencheur. bah, c'est surtout qu'en plus, si tu perds derrière, tu joues Minnesota ou Minnesota, c'est pas des pins. Donc, tout de suite, tu prends la pression, en fait, parce que derrière, t'as Minnesota, un match de division, les Cardinals, les Cowboys. Donc, en fait, perdre ce match, c'est te mettre direct un couteau sous la gorge, en fait. Vous savez ce que ça me Ouais. rappelle? Ça me rappelle la saison 1 de 2020, le fameux match où on mène 17-0 et où Carson Wentz commence à lancer ses interceptions et qu'on finit par le perdre, où on disait, ouais, on a un début de calendrier facile, il faut vraiment accumuler les victoires et pas se tirer une balle dans le pied. Bah là, c'est un peu la même physionomie, quoi. Il va falloir répondre présent, surtout que c'est à l'extérieur. Ça compte. C'est pas fondamental, mais ça compte. C'est dans un dôme. Donc ça, on va dire que pour la qualité de notre attaque, ça ne devrait pas poser de problème. Moi, j'ai quand même du mal, je dis tout de suite, hein, j'ai du mal à trouver une raison pour laquelle on va perdre. Alors oui, nos linebackers vont peut-être subir contre TJ Hawkinson, par exemple, de tight end. Amon-Ra St. Brown va peut-être faire une ou deux grosses réceptions. On va peut-être pas faire beaucoup de sacs face à cette ligne-là. Mais bon, globalement, franchement, il faudrait un tremblement de terre. Moi, franchement, si on prend 2 touchdowns, qu'on prend 14 points, mais qu'on en met 35, ça m'ira très bien pour un premier match. Ce sera parfait. Hein. Après, on le rappelle, enfin, l'année dernière, la défaite des Colts en course pour les playoffs contre les Jaguars, qui étaient nuls et éliminés, l'a montré une fois encore. La NFL est incertain par nature. Hein. Tout peut arriver. Il n'y a jamais 100% de certitude. Mais bon, c'est quand même, il y a difficilement un monde où on perd. La NFL, c'est tout le monde peut battre tout le monde. C'est l'équivalent c'est le football. Quand tu prends un coup de pied à la 92e, un but sur un corner, tu vois, contre une équipe plus faible. Voilà, bah c'est pareil. Mais le football, il a changé, Greg. Mais de toute façon, l'important, c'est les 3 points. Et donc, dans ce cas-là, l'important, c'est de gagner aussi le 11. Voilà. C'est ça. Non, mais je pense qu'il faut faire un match comme l'année dernière. Si on se retrouve mené au score au début, ça peut arriver. Il ne faut pas s'affoler. Dérouler les plans de jeu. Comme l'an dernier à Atlanta, au final, tu les as battus. Le premier quart-temps et une moitié de deuxième quart-temps était un peu inquiétant, la défense contre la course. On se faisait rouler dessus à tout va. Voilà, donc faut pas s'inquiéter. Comme tu l'as dit, il y a 2 ans, c'était l'inverse. On menait 17-0, on avait perdu. Donc voilà, pas croire que c'est fini si on prend un avantage assez conséquent au début et ne pas s'affoler si on est mené au score. Voilà, donc et pas faire une Giants de l'année dernière, quoi. C'est pour ça que je pense que l'expérience de la saison réussie l'an dernier, une année de plus pour Sirianni, hein, les gars, hein, c'est important. Hein. C'était un head coach rookie. Donc là, tout ça fait que je pense qu'on va éviter l'affolement et je rejoins Loïc. Notre plus gros atout, c'est ça. C'est saison 2, épisode 1, avec une équipe qui était déjà forte face à une équipe qui n'est pas bonne. Bon, si je vous dis, je commence les enchères à 34-13. Ça paraît bien ou... Ouais, moi je vais être à 37-17. 34-13, 37-17, Loïc. Nous avons perdu Loïc. Loïc ne veut plus parier sur ce match. Eh bien, en attendant de voir si nous retrouvons... Ah si, excuse-moi, mon micro était coupé. 31-20, j'ai dit. 31-20. Ah, un petit peu moins optimiste. Ouais, un petit relâchement à la fin. Le fait est qu'on est d'accord, on doit gagner ce match.
si on veut commencer la saison sur les bons rails et aller en play-off, on doit gagner ce match. Donc, on n'a pas même trop... si tu le gagnes 9-6, peu importe. Oui, non, mais il faut aller dans la colonne victoire. En vrai. Ça serait quand même mieux que l'attaque déroule. On a tout pour se mettre en confiance face à une défense faible. Il n'y a pas de raison de ne pas le faire. Donc voilà, c'était une petite pastille qu'on vous a faite en plus du débrief de toute équipe. N'hésitez pas à aller voir l'épisode 66 pour vraiment parler de tout effectif en profondeur. On vous souhaite une bonne première semaine. On va regarder ça avec attention. Évidemment, on reviendra comme d'habitude pour débriefer ce match et vous parler de la deuxième semaine contre les Minnesota Vikings. Merci Grégory, merci Loïc. Merci les gars. Victor. Juste un petit mot pour dire que cette année, normalement, le compte Twitter sera plus actif puisque nous avons François qui vient nous aider à le faire vivre. Donc, n'hésitez pas à échanger avec lui sur les matchs et autres news. Tu as raison bien de le préciser. Eh ben, merci à tous. Et si vous voulez nous suivre, @Grégory Hacher et @Victor Roulier pour nos Twitter respectifs. Merci à tous. À la semaine prochaine. Bye bye. Salut. Ciao. Open with a throw and a pass picked off by Dawkins. Brian Dawkins with the interception.